qui est Milstein? Alors Milstein, ça a été d'abord vraiment un choc en fait émotionnel de voir le travail de Zvi la première fois. Et la première fois que j'ai vu son travail, c'était à Strasbourg en fait, où dans une galerie qui se situait au premier étage d'un bel immeuble, à une période où je commençais à fréquenter les galeries ici en Bretagne, à Paris, et là donc j'étais à Strasbourg pour une formation professionnelle. Et lorsque j'ai gravi cet escalier bois, là, un bel escalier bois dans un bel immeuble, ouvrant la porte palière de la galerie, ça a été immédiatement un coup de foudre en fait de cette peinture forte en émotion, forte au niveau intensité de la peinture, du mouvement, de la gravité des tableaux. Et j'ai failli ne pas sortir de cette expo tant que j'ai été impressionné du travail de cet artiste. Et même, je me posais même la question, savoir, enfin, je m'interrogeais comment c'était possible de peindre, de pouvoir sortir en peinture autant de choses. La vie de Milstein n'est pas... Elle est faite de haut et de bas, de haut somptueux, de bas assez ténébreux, où la solitude est quelque part une sorte de misère, mais une misère dorée quand même, l'aura guetté. Si je lui ai demandé un jour d'arrêter les échecs, c'est en ayant une position échiquéenne, c'est-à-dire en lui disant, quand tu joues aux échecs, tu paries sur la meilleure part de toi. Et j'ai toujours pensé que la meilleure part de Milstein était la peinture. Alors la peinture dans son sens le plus générique, tripoter des matières, je crois, faire parler les matières silencieuses, anonymes, muettes, et ça je crois que c'est son immense qualité, de faire dire des choses à ce qui n'a rien à dire. J'aime pas dire le mot juif, le mot peintre juif, ça m'agace parce que c'est quelque chose de très réducteur. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de tragique sûrement à l'intérieur. Alors qu'il y a des peintres qui ont complètement... soit parce qu'ils n'ont pas ça dans leur histoire personnelle, parce que je pense qu'il a vécu des drames, soit par choix esthétique, qui ont fait table rase de tout tragique dans leur art. Donc comme si on n'était que dans quelque chose de très formel et de très purifié. Là, il y a une bataille. Une sorte de vie qui émerge de ce sombre messieurs. C'est la vie qui l'emporte. La première fois que je l'ai rencontré, exactement l'année, je ne pourrais même pas dire. Par contre, c'était quelques années après 94. Et donc, c'était dans son atelier rue des Filles du Calvaire. Et là, c'était un atelier vraiment très, très sombre. Hein, je crois qu'il n'y avait même pas de fenêtre extérieure, si je me souviens bien. Et cette première fois que j'ai pu voir son travail à l'atelier, puisque je l'avais vu précédemment donc, dans cette galerie à Nicole Buck à Strasbourg, ça a été plus un moment de partage en fait. On a bu un verre de vin ensemble. Zvi a commandé un repas japonais pour manger à l'atelier ensemble, passer un moment en fait comme si on était déjà amis en fait quelque part. Et c'est vrai que cette amitié s'est révélée assez régulière. On s'est vu de manière très, très, très régulièrement à son atelier donc rue des Filles du Calvaire et après surtout à Glazé. On se voyait régulièrement. Il m'appelait, je l'appelais pour avoir des nouvelles et puis et voilà. Et jusqu'à un certain mois d'août 2019 où là il a été hospitalisé très rapidement là sur Paris pour faire face un petit peu à des petits soucis de santé, des gros soucis de santé qu'il avait. Et c'est vrai que quand il est parti, Zvi, en février 2020, ça a été vraiment
ça a été dur pour tous ses amis, puisque c'est quelqu'un qui, alors au travers de sa peinture, autant elle est forte en émotions, parfois difficile peut-être pour certains, le premier venu, mais c'était quelqu'un qui était toujours joyeux, qui avait toujours la dernière blague à raconter, et donc c'est quelqu'un qui aimait la vie en fait, voilà, et qui l'exprimait d'ailleurs au travers de son regard de peintre certes, mais avec ses yeux ronds d'enfant qu'il a toujours su garder. Et c'est le souvenir que je peux avoir de lui, toujours ces yeux magnifiques. Alors, je connaissais son travail parce que j'avais vu une exposition de lui à la Bibliothèque nationale en 1978 et je pensais qu'il était mort parce qu'à la Bibliothèque nationale, on n'a pas 40 ans pour exposer. Mais là, il avait 42, 43 ans et il exposait déjà. Je pensais qu'il était mort. J'ai rencontré Barbara, la mère de Lara, qui a fait un papier sur moi dans le Nouvel Obs, puisqu'elle travaillait au Nouvel Observateur. Et puis elle m'a dit, connaissez-vous Milstein? Je lui ai dit oui, ce vieux graveur, puisque j'aimais beaucoup la gravure et l'illustration. Et j'ai dit, mais il est mort. Et elle m'a dit, alors je vis avec un cadavre. Et la chose était tellement drôle que j'ai accepté d'aller dîner chez eux et on est devenus immensément amis. Alors on est devenus amis sur cette chose où il avait abandonné, c'était en 82, fin 81, il avait abandonné la peinture parce que c'était tout à fait difficile et il donnait des cours d'échecs et de gravure. Et je lui ai proposé, moi j'avais des moyens à l'époque, je lui ai dit, mais remets-toi à peindre, je t'achète pendant des tableaux tous les mois, et ça a duré 12 ans, cette collaboration, qui était une collaboration, alors en même temps, je ne savais pas quoi faire des tableaux, parce que je n'étais pas marchand, moi. Donc c'est lui aussi qui, donc, indirectement, m'aura poussé à vendre des tableaux, qui n'est pas la chose la plus facile, mais sans doute la plus passionnante parce on ne vend pas des objets, on vend quelque chose qui a une âme, c'est-à-dire qui n'a pas de prix. Et la difficulté, c'est toujours de se dire comment on monnaie ce qui n'a pas de prix. Et c'est une question assez passionnante, et voilà. Donc j'ai suivi Milstein pendant 30 ans, en faisant la plupart de ses grandes expositions. Et c'est vrai qu'à Saint-Brieuc, je pense que c'est vraiment une chance que l'on a d'avoir pu organiser ça avec la famille, avec Lara Milstein, d'avoir pu organiser cette exposition dans notre lieu, quoi. Ça me fait d'autant plus plaisir que voilà, il aurait eu 90 ans cette année. L'expo devait se faire à Kiev et en Moldavie. La guerre étant, voilà. Donc on a répondu présent. Parce qu'en fait, voilà, c'est l'amitié en fait qui a permis tout ça, quoi. Mais je trouve que c'est formidable qu'on puisse le voir là, quelque part. Tout simplement, que ça ressurgisse. Je sais pas, est-ce que le musée d'art et d'histoire du judaïsme en a acheté? Parce que j'ai vu une œuvre d'un peintre, Garouste par exemple. Je trouve que c'est du même niveau, quoi. Tu vois, je sais pas s'il y a des Zvi Milstein au musée d'art et d'histoire, mais si tu veux, voilà, je trouve que c'est un peintre important. C'est tout ce que je peux te dire. Christine Virmaux, qui est, on va dire, sa restauratrice en chef, quasiment, puisqu'elle a restauré beaucoup de ses tableaux sur la fin, puisque certains de ces tableaux qui étaient collectionnés, qui se retrouvaient dans une grosse collection à Paris, avaient parfois besoin d'un nettoyage, etc. Et Christine était assez proche de Zvi, d'autant plus qu'elle avait travaillé à la galerie Katchagranov à Paris, où Zvi avait montré son travail dès les années 58. Donc il y avait une proximité qui s'était faite entre l'artiste et puis cette technicienne de restauration d'œuvres.
qu'elle restaurait pour vie dans cette galerie Katchagranov, mais aussi d'autres œuvres qui arrivaient ou qui passaient par la galerie, hein, puisque notamment il y avait des peintres comme Chagall, comme Monet, et comme Miro, Picasso, qui étaient présentés dans cette galerie. Donc elle avait ces capacités-là, Christine, à savoir, par le geste, par la connaissance, à faire de la restauration vraiment magnifique. Alors là, la difficulté, c'est que la peinture est très empâtée, donc la crasse est aussi dans l'empâtement. Vous voyez? Voilà. Sinon, vous gardez des traces grisâtres qui modifient la couleur. Le fait de... Il faut essuyer parce que c'est ça qui arrête le produit en fait. Alors on reconnaît bien la richesse de la couleur de Milstein. Il mélangeait l'improbable dans ses couleurs, en donnant la forme. C'est la couleur qui donne la forme chez Milstein. Donc il faut être très vigilant. Et moi je renourris toujours la peinture après l'avoir restaurée parce que ça la protège, ça la repulpe. Vous allez voir la différence. Ce que je vais utiliser va... vous voyez, tout ça c'est des crasses. Vous voyez du tabac, ce qui est marron c'est le tabac. Tout ça c'est des crasses laissées par le temps sur la peinture. Vous voyez. Et du coup, on voit sortir toutes les modulations de couleurs. Et je vais lui mettre maintenant un peu, comment on appelle ça, une résine thermoplastique qui va le repulper.
Voilà le résultat après la résine. On va attendre que ça sèche et si c'est trop brillant, on va le matifier. J'adorais, moi je l'ai souvent vu travailler. Vous savez, il était tout petit, il était plus petit que moi et il travaillait sur des grands papiers, grands comme le sol ici. Mais il travaillait par terre. Donc j'arrivais, il était en train, alors il avait plein de pots de peinture, il jetait ses pots de peinture. Après il avait une multitude de pinceaux et quand c'était sec, les taches, il repassait, alors avec ses pinceaux il faisait des portraits. Un jour il m'avait fait là, il me dit « Ah ben c'est bien, ne bouge pas ». Puis il m'a... Mais je me suis vue monter complètement ressemblante sur l'immense papier, vous voyez, talent incroyable. Incroyable, incroyable. Et avec une rapidité. Il vous faisait un grand format comme ça quasiment dans la journée. J'étais restauratrice chez Katia Granoff et lui, il a fait une grande exposition dans laquelle il y avait Quo Vadis et il est venu me voir parce que je travaillais dans la cave, mais c'était une belle cave voûtée, hein, 18e chez Katia. Et on a sympathisé, on a beaucoup sympathisé parce que ça le fascinait de me voir refaire la couleur avec des petites touches. Parce qu'on a des pinceaux hyper fins, vous voyez, de 1 ou 2 mm. Donc on a des toutes petites touches de peinture pour refaire des fois un portrait, un paysage, vous voyez. Et donc lui, ça le fascinait parce qu'il était dans le geste. D'ailleurs, il aimait beaucoup les vierges à l'enfant. Il allait aux puces de Porte de Vanves, il achetait des vierges à l'enfant, très abîmées, et il essayait de les restaurer, mais ça ressemblait jamais à une vierge à l'enfant. Pour finir, il me les apportait. Il disait « Fais-moi, on fait un échange, je te donne un tableau, tu me fais la vierge ». Voilà, parce que c'était trop méticuleux pour lui. Il était très gestuel, il avait, comment vous dire, il avait un esprit très très vif, d'une intelligence redoutable, et très rapide, et il était aussi rapide avec sa main qui dessinait, c'est-à-dire le cerveau et la main, hop, hop, hop. Alors que la restauration, c'est vraiment, on est calme, on est posé, on réfléchit beaucoup, on fait petite touche par petite touche, vous voyez, quand on fait de la recherche. J'ai un public que moi j'aime bien, des gens passionnés qui par rapport à leur passion, mais aussi par rapport au travail, qui touchent vraiment à l'excellence, quoi. Et c'est en ça où c'est total respect, quoi, de ce travail qui est mené, qui est réalisé. Non, c'est une œuvre impossible, Milstein. Elle est impossible parce que il fuit toujours ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui, quand il est dans une veine de réussite, s'ennuie assez vite. C'est ça la différence avec les échecs. Avec la peinture, on peut s'ennuyer parce que ça donne tellement de choses que le coup d'après semble tellement moins jouissif, le coup de pinceau d'après semble tellement moins jouissif que le précédent, qu'à un moment on peut comme se lasser si on est dans le refus de répéter. Avec les échecs, il n'y a pas ce risque-là, parce que sans arrêt, son imaginaire, sa capacité à déduire la situation, elle se heurte à celle de l'autre qui est en face. Il y a le plaisir alors de le battre ou la crainte d'être battu par lui. Avec la peinture, on est vraiment tout seul. C'est à la fois une façon de fuir sa solitude et à la fois une façon de la rencontrer d'une manière très grande. Et la solitude de Milstein, elle se rencontre et on la découvre d'une façon formidable dans son travail même. Finalement, il faut décrire comment il peint. Il pose souvent des papiers, des toiles, souvent beaucoup de choses, c'est un grand désordre. Par terre, et tout le temps, il commence par jeter de la peinture. Parfois, il prend un chiffon qu'il trempe dans une eau sale ou dans de l'encre, et avec ce chiffon, il frappe sur les papiers. Il laisse des traces, des choses qui sont entre la rage et l'abstraction, sans volonté de faire quoi que ce soit. Et une fois qu'il a produit toutes ces salissures, on peut en voir là par exemple, une fois qu'il a produit ces salissures, eh bien il va entre ces salissures, sur celles-ci, chercher des figures et des visages. Parce qu'il ne peut pas se contenter, Milstein, il ne peut vraiment pas se contenter de quelque chose qui serait aveugle. Et donc il a besoin d'un regard,
il a besoin d'un autre. Et alors les autres qu'il fait apparaître, ben, c'est tous les êtres qui l'ont hanté. Et là, ça nous renvoie à la guerre, ça nous en renvoie à son errance dans les années 40, quand il fuit et les Russes et les Allemands. Et puis, ça nous renvoie à la femme, il a besoin de la femme. Quand il n'en a pas, il la dessine ou il la peint. Il se renvoie lui-même à tous ces fantômes, désirés ou parfois dangereux. Et puis, c'est aussi une superbe invitation qu'il nous fait à rencontrer un monde tout à fait prodigieux, magique, et qui dans l'art n'a rien à voir avec l'expressionnisme, même si l'expressionnisme était très présent au début de sa carrière, il s'en est vite libéré par cet amour de la matière. C'est la matière qui le fait parler. Il y a une sorte d'objectivité dans sa peinture qui naît de la matière, du geste qu'il pose sans volonté de contrainte, sans contrainte, et puis enfin ce désir qu'il a de faire que dans cette espèce de magma originel, il faut qu'apparaisse un homme, une femme, sa grand-mère, un petit chien, tout un peuple assez merveilleux qui sans doute aura été le sien, et en tous les cas qui devient assez vite le nôtre. C'est pour ça qu'il est attachant en fait. Il avait une présence que moi je sentais comme goguenarde, c'est-à-dire moqueuse, et quelqu'un qui ne perd pas de temps avec aucun discours sur lui-même. Milstein, c'est formidable dans l'instant où on le regarde, c'est aussi formidable quand on retourne le tableau, parce qu'il continue à vivre, vraiment rémanent dans notre cervelle, très actif. Finalement, chacun de ces tableaux sont comme des batteries actives qui nous rappellent finalement quelque chose qui est... C'est quoi l'humanité? C'est quoi l'autre? C'est une foule qu'il invite sur chacun de ses tableaux. Et la preuve, c'est que quand on regarde une de ses œuvres, faite, comme je l'ai dit, par des taches, il se trouve que nous-mêmes, on va rajouter, croire qu'il y a un visage dans une tache. Et tout à coup, son œuvre, on la continue. On la continue dans ce champ de l'imaginaire. Mais pour nous, c'était important de montrer Zvi, puisqu'il a été ce compagnon un petit peu de la peinture, en fait, hein, tout simplement. C'est lui qui m'a apporté sûrement ce choc émotionnel par rapport à la peinture de manière générale, hein, par rapport à la force de sa peinture. J'ai un regard très ému de cette grande toile, le clown vert, qui est titrée Le clown vert, qui a été présentée en 1955 à Tel Aviv. Alors d'autant plus émotionnelle cette toile que la définition même du travail, autant il y a une évidence, voilà, le clown vert, de visages qui apparaissent, autant il y a un côté mystérieux dans l'œuvre qui n'est pas forcément souhaité par l'artiste, mais qui est réel. Et parce que j'avais posé la question, il me disait non, il n'y a pas cette notion-là. Et je pense que c'est ce côté un peu mystérieux parfois des œuvres, où il y a parfois des choses qui se dégagent de manière évidente, puis il y a autre chose derrière. Et donc en ça, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui m'émeut beaucoup. Et puis l'autre, je veux dire, c'est une petite miniature que une des miniatures que Lara nous a confiées et qui était prévue dans un gros cadre métallique et qu'on a mis dans un cadre bois tout simplement sobre et que je trouve merveilleux parce que c'est dans une toute petite œuvre qu'on retrouve toute l'histoire du travail de Zvi et qui a été acquis d'ailleurs par une amie, Véronique, elle se reconnaîtra. Et on a pu partager pas mal de choses ensemble et c'est émouvant de revoir des personnes plusieurs années après et qui vont acquérir une petite œuvre comme celle-là qui toi t'a touché. C'était un homme extrêmement fidèle en amitié. Très, parce que quand je l'ai connu, moi je me suis dit, on a une grosse différence d'âge,
je ne vais pas le revoir. Non, il m'a toujours téléphoné. Combien de fois il a donné mon nom pour de la restauration. Vraiment sympa, très sympa. C'est drôle parce qu'il m'avait dit, quand je l'ai connu tout au début, il dessinait tout le temps. Il y avait des nappes comme ça, il y avait un petit bar en face de la galerie où on allait le soir après la fermeture, on allait boire un pot. Et je le voyais dessiner. Je lui disais, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Il me dit, dis-toi bien une chose, le jour où je m'arrête, je meurs. On est allé le voir, il était dans une espèce d'hôpital, il allait aller dans une maison de retraite pour artistes, à côté de Bure-sur-Yvette. Et ben l'ami avec qui j'y étais me téléphone tôt le matin en me disant je vais l'apprendre que tu es mort. Et il ne dessinait plus, vous voyez. Voilà, donc il a été fidèle à son souhait, il a dit un jour je peux plus. Voilà. C'est pas une expo qui s'est vraiment improvisée finalement, puisque l'exposition d'aujourd'hui s'inscrit vraiment dans cette histoire du peintre, avec cette relation qu'on a eue avec lui, et donc d'œuvres que l'on propose aujourd'hui à la vente pour la galerie, quoi, hein, pour pouvoir continuer à montrer et le travail de Zvi une autre fois, mais aussi d'autres artistes moins connus, moins célèbres, qui auront le mérite d'être montrés sous le linteau rouge.